Bonjour tout le monde. Donc, moi, je voudrais premièrement vous remercier d'être là. C'est notre premier midi-conférence, donc on est pas mal excités. Je voudrais également souligner la part de tous les membres de l'équipe, là, surtout Émilie, Pauline et Gianne qui ont travaillé à organiser les midi-conférences. Donc, merci tout le monde. Euh, Pauline l'a mentionné tantôt, le titre de la conférence aujourd'hui, c'est pour un Québec inclusif, l'évolution de l'inclusion au cours des dernières années. Donc, essayer de faire avancer mes diapos. Voilà. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, peut-être passer par quelques définitions, les fondements des dispositifs de l'inclusion au Québec, les questionnements que j'aurais pu avoir, les limites, les mais, parce qu'il y a toujours des mais, et quelques commentaires en guise de conclusion. Donc, commençons par quelques définitions. Premièrement, personne handicapée. Donc, au Québec, le terme personne handicapée est défini selon la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et se lit comme suit: toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Donc, on voit ici trois mots-clés, surtout significatives et persistantes, les mots-clés pour définir une incapacité, pour définir une personne handicapée. Et aussi, on voit apparaître la notion d'obstacle dans l'accomplissement d'activités courantes. Vous pourrez le constater que c'est une définition quand même assez large du handicap, où on définit entre autres les incapacités qui peuvent être motrices, intellectuelles, de la parole, du langage, visuel ou auditive, mais elle peut aussi être liée à des fonctions organiques ou encore liée aux troubles du spectre de l'autisme ou à des troubles graves de santé mentale. Ça nous mène à une conception qui est quand même assez courante, la conception médicale du handicap. Et d'après moi, c'est le handicap est encore et souvent considéré comme un problème médical individuel. On voit ici avec les mots encore et souvent un petit contexte éditorial de ma part. Donc, quand on parle de la conception médicale du handicap, c'est vraiment la personne qui se distingue de la norme, qui doit s'adapter à son environnement physique et social. Moi comme personne et nous moi comme membre du CRISPECH, on a tendance à parler plus de la conception sociale du handicap. Et dans cette optique, on met l'accent sur le fait que les limitations apparaissent dans les interactions avec l'environnement physique et social. Donc, on rentre en jeu ici la notion de l'interaction avec l'environnement, donc nécessairement l'environnement comme tel. Et pour éviter des situations de handicap, il faut privilégier une approche qui vise à apporter des changements à l'environnement. Donc, situation de handicap, définition. Une situation de handicap correspond à la réduction de la réalisation ou à l'incapacité à réaliser des habitudes de vie. Là, je voulais, ici, c'est un classique, tout le monde l'a probablement vu, mais je voulais l'ajuster à nos définitions. Donc, c'est dans le cadre de la classe où on a un prof, plein de bonne volonté, qui dit, pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Donc, on voit ici la notion de juste. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Donc, évidemment, il y a deux étudiants, deux élèves qui vont être en mesure de bien répondre à ces consignes-là. Les autres sont nécessairement mis devant l'échec. Donc, ce que je voulais souligner par ça ici, c'est que les barrières ne sont pas nécessairement physiques. Les barrières peuvent également faire partie des consignes qu'on donne, soit pensons au domaine scolaire ou au domaine professionnel. Donc, notre façon de faire peut être une barrière en soi. Si on révisait ce qu'on voulait vraiment évaluer, est-ce qu'on veut évaluer la possibilité de grimper à l'arbre ou est-ce qu'on veut, la compétence à atteindre serait plutôt de rejoindre la cime de l'arbre? Si tel était le cas,
ensemble, en équipe, tout le monde, à l'aide de l'éléphant, par exemple, aurait pu probablement atteindre cette compétence-là et avoir un succès. Donc, intégration, ça nous mène à discuter de c'est quoi la différence, la distinction entre l'intégration ou l'inclusion. On entend beaucoup ces mots-là. Des fois, un est utilisé comme synonyme de l'autre. Qu'en est-il vraiment? Donc, pour nous, l'intégration, c'est l'adaptation pour l'individu. Et l'inclusion, c'est rentre plutôt dans la notion de société inclusive. C'est deux concepts qui, en apparence, peuvent s'affronter. Donc, l'intégration, on pense plutôt aux accommodements raisonnables pour pallier le handicap de l'individu. Et la notion de la société inclusive, où il sera nécessairement obligatoire de ne pas faire appel à l'accommodement raisonnable. Encore une fois, un cliché que plusieurs personnes ont déjà vu. Je mets le contexte. On est à une partie de baseball ici. Et ce qui est important de saisir, c'est que la clôture en soi, donc notre fameuse barrière, elle est essentielle au jeu de baseball. Donc, et dans une mesure d'égalité, toujours un peu comme le mot juste de tantôt, donc dans une posture d'égalité, on va donner le même accommodement à tout le monde, la boîte de caisson de bois, là, ce qu'on appelle des fois la boîte de savon. Donc, on voit que ça ne fonctionne pas. Il y a nécessairement certains qui ne pourront pas participer socialement à cet exercice-là. Équité, donc si on est équitable, donc là, on pense plutôt à l'accommodement raisonnable. On va redistribuer nos ressources de manière à ce que tout le monde puisse y participer. On est dans l'adaptation individuelle liée à la personne. On est dans une logique d'intégration et d'adaptation. Mais au moins ici, on a une participation sociale. Mais si on était, et ça, souvent, il y a plusieurs personnes qui ont déjà vu les deux premières images, mais pas la troisième. Si on est dans un accès universel, on change notre clôture, on change notre façon de faire. Ce n'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on a fait une culture de bois qu'il faut continuer à en faire une. Donc, si on accepte de changer notre environnement, mettre une clôture en grillage, à ce moment-là, on n'a plus besoin de parler d'égalité, d'équité, d'adaptation, d'intégration. On est vraiment beaucoup plus dans une posture d'inclusion. Donc, une société inclusive, c'est un concept qui sous-tend l'idée d'une justice sociale sans privilège. Il n'y a pas nécessairement de privilège dans l'inclusion, qui permet la participation et l'inclusion de tous. Ça implique de remettre en cause les normes culturellement construites, donc notre fameuse clôture de bois dans une partie de baseball, qui exclut les personnes qui n'y sont pas conformes. Parlons d'inclusion. C'est quoi l'inclusion? On peut dire ce que c'est pas. C'est pas l'exclusion, où on sort tout le monde qui sont hors normes, entre guillemets, de la bulle. C'est pas non plus la ségrégation, où on regroupe tout le monde ensemble, qui ne répondent pas à la norme sociale, et on les met à part. L'intégration s'y rapproche un peu, c'est-à-dire qu'on garde encore l'idée de regrouper ceux qui diffèrent de la norme, mais on les met, au moins on l'intègre dans le cercle. Donc, on voit ici l'image de l'intégration. Et l'inclusion, c'est quand tout le monde fait partie du cercle de part et d'autre. Donc, c'est la diversité qui, à ce moment-là, ici, l'inclusion, qui est plus importante. Remarquez que dans l'inclusion, on a élargi symboliquement le cercle. C'est une façon pour moi d'illustrer qu'on élargit la norme. L'inclusion est un processus, un idéal à atteindre, selon moi. Donc, les deux principes plutôt qu'on a vus qui disaient qu'en apparence, on a l'air à se confronter, pour moi, ils font partie d'un même processus. C'est deux principes qui se complètent dans un continuum. Donc, on a l'intégration, les accommodements raisonnables, le cas par cas, le fameux palier, les limitations du handicap de l'individu. Et on a l'inclusion, cette conception plus universelle, le fameux Universal Design américain, qui prône un environnement pour tous, où nous faisons appel à la diversité des moyens et où l'inclusion, c'est un changement de paradigme.
Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour l'illustrer, c'est en me servant du modèle d'intervention à 3 niveaux, le fameux modèle RAI, donc la réponse à l'intervention, Response to Intervention, où essentiellement un modèle qui dit qu'on a trois niveaux dans notre triangle. On a le niveau vert qui vraiment représente l'intervention pour tous, donc l'aspect universel de la chose. Mais peu importe où on est rendu dans notre processus d'inclusion, il restera toujours le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2, c'est où l'intervention, il y a une intervention un petit peu plus intensive pour des sous-groupes. Prenons par exemple les personnes en cécité, les personnes aveugles, qui nécessitent nécessairement des documents adaptés en braille. Est-ce qu'on va systématiquement, si on était dans le triangle vert, tout faire nos documents en braille? Pas nécessairement. On va le faire pour un sous-groupe au besoin, au cas par cas. Donc, ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, qui, selon le modèle RAI, représente toujours environ 5 de notre système, c'est où il y a une intervention encore plus poussée, encore plus individualisée, pour les cas un petit peu plus complexes. Donc, c'est là, en montrant ce fameux triangle-là à 3 niveaux, pour moi, on démontre le processus de l'idéal de l'inclusion, mais où on garde toujours un petit côté d'adaptation et d'intégration dans les niveaux 2 et les niveaux 3. Sauf que si tout va bien, l'aspect universel de la chose, l'aspect inclusif, devrait répondre à peu près à 80% de notre clientèle. J'ose avancer le fait qu'au collégial, par rapport aux étudiants en situation de handicap, j'aurais tendance à dire que notre triangle vert est très petit. Et notre triangle orange, le triangle du milieu, est encore très grand. C'est-à-dire qu'on est encore en mode accommodement raisonnable, on est encore en mode plan d'intervention et on a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à une pédagogie plus inclusive. Un exemple de la démarche du milieu scolaire au Québec vers l'inclusion, on a encore, mais très peu, mais on avait les écoles spécialisées. Donc là, on est plus en mode ségrégation, j'ose le dire. Il y a des limites. C'est un milieu adapté, mais surtout artificiel, où l'intégration et l'inclusion sera plus difficile par la suite. Il y a les classes spécialisées dans les écoles ordinaires. Donc, on est déjà à mi-chemin, un entre-deux vers la participation sociale. Il y avait l'intégration dans les classes ordinaires, ce qui était bien. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup au collège et à l'université, et de plus en plus au niveau primaire et secondaire. Et c'est si on veut, une étape vers l'inclusion où on pourra avoir une pédagogie beaucoup plus inclusive, un milieu beaucoup plus inclusif par son environnement et qui nécessitera nécessairement un changement de paradigme pour tous. On n'est pas les seuls à penser que l'inclusion, c'est un processus. L'UNESCO aussi le définit de cette manière-là. Donc, pour l'UNESCO, l'inclusion, c'est un processus. L'inclusion s'attache à identifier et à lever les obstacles. L'inclusion s'intéresse à la participation et aux acquis de tous, à la présence et la participation de tous. Et l'inclusion nécessite qu'une attention particulière soit accordée aux groupes d'apprenants susceptibles d'être exposés à un risque de marginalisation, d'exclusion ou d'échec scolaire. Revenons à notre enseignante tantôt qui voulait être juste et donner le même examen à tout le monde. D'emblée, il est en train de créer une situation d'exclusion et d'échec scolaire. Les fondements maintenant sur lesquels se sont bâtis les dispositifs de l'inclusion au Québec. Pour moi, tout a commencé dans les années 60 lorsqu'on a amorcé la désinstitutionnalisation, toujours dans le but d'une recherche de meilleurs milieux de vie. À l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, ça fait couler quand même beaucoup d'encre en lien avec la santé mentale. En 1976, le Québec s'est donné une charte, la Charte québécoise des droits et libertés, et le fameux article numéro 10, qui est très, très important pour nous, qui
reconnaît que toute personne a le droit à la reconnaissance et à l'exercice sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur, et dans le cas qui nous concerne, sur le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Donc, on voit ici le mot pallier, le handicap qui apparaît. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus refuser, par exemple, dans nos autres institutions, un chien guide. On se doit de pouvoir, au cas par cas, donner des documents adaptés, des médias substituts. Donc, c'est encore d'actualité. La Charte a vu le jour, a fait naître la Commission des droits et libertés, des droits de la personne, par exemple, et des droits de la jeunesse, la CDPDJ, en 1976. La Commission, c'est un organisme indépendant du gouvernement, il faut le souligner, qui a comme mission d'assurer la promotion et le respect des droits énoncés, entre autres, dans la Charte et différentes lois. En 1978, donc on voit que les années 70, c'était des bonnes années. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées voit le jour en 1978 et ça permet d'offrir les mêmes chances aux personnes handicapées qu'aux citoyennes et qu'aux autres citoyennes et citoyens. Ça définissait, comme on l'a vu plus tôt, officiellement le terme « personne handicapée ». Et on reconnaissait également la contribution des organismes de promotion à la défense des intérêts des personnes handicapées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1978, on a vu apparaître l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, donc qui est un organisme gouvernemental qui contribue à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Donc, l'OPHQ a vu le jour le 8 novembre 1978. Le mandat de l'OPHQ, c'est de conduire des travaux d'évaluation et de recherche. Le CRISPECH a déjà, par le passé, participé à des recherches pour l'OPHQ, de conseiller le gouvernement, de concerter les partenaires et collaborer avec les organisations pour réduire les obstacles à la participation sociale et offrir des services directs aux personnes handicapées. En 2004, on voit la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Donc, l'article 1.1 de cette loi-là dit que la loi vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées par une implication des ministères, des municipalités et des organismes publics et privés à favoriser leur intégration à la société. Donc, c'est une loi qui, entre autres, a aidé, qui vise à permettre à l'OPHQ de s'acquitter efficacement de son rôle. En 2009, on voit l'apparition de la politique à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. La politique a pour but d'accroître la participation sociale sur un horizon des personnes handicapées, bien sûr, sur un horizon de 10 ans, donc qui s'est terminé l'an dernier. La politique visait également l'amélioration significative des conditions de vie des personnes handicapées. Mais c'était une politique et non une loi, donc ce n'était pas coercitif. En parallèle à tout ça, à tout ce qui se passait au niveau législatif, il y a eu le développement en 1998 par le Réseau international du processus de production du handicap, le RIPPH. On a eu l'apparition ou le développement du modèle social du handicap. Et pour la première fois, on a vu apparaître le terme en situation, la locution plutôt en situation de handicap. Et c'est très intéressant comme modèle parce qu'on voyait apparaître, ce qui est important, c'est-à-dire, c'était l'interaction entre les facteurs personnels, donc la personne, et les facteurs environnementaux. Donc, ce n'était pas juste la personne qui était au centre, la personne handicapée qui était au centre, mais l'interaction avec les facteurs environnementaux qui permettait à ce moment-là d'atteindre, de réaliser des habitudes de vie, des tâches, comme aller à l'école, comme pouvoir travailler. Et on avait soit, selon qu'il y avait des obstacles ou des facilitateurs, soit la participation sociale, soit la situation de handicap. Évidemment, je le résume très rapidement. Là, on pourrait faire une conférence d'1 heure ou 2 et inviter les gens du RIPPH pour nous en parler plus longuement. Ça, c'est le modèle qu'ils ont fait en 1998. Il y a eu un nouveau modèle en 2010, je crois, qui est un petit peu plus élaboré.
Petit clin d'œil à l'hiver qui s'en vient, l'hiver canadien, l'hiver québécois, par rapport à une situation de handicap. Ici, si le concierge avait accepté de déblayer d'abord la rampe, il n'y en avait pas de situation de handicap pour personne. Mais étant donné qu'on déblaye d'abord les marches, les escaliers, ben, nécessairement, on crée une situation de handicap pour la personne qui est en fauteuil roulant. La discussion sociale de l'inclusion. Ces temps-ci, bonne nouvelle, il y a vraiment une tendance lourde, ou du moins dans le discours social, de discuter de l'inclusion et de la diversité. La discussion sociale de l'inclusion offre une ouverture des diversités à la diversité de moyens, ce qui est très bien. Et on voit vraiment, pour avoir travaillé avec la CPQ, le Conseil du patronat du Québec, on voit un intérêt de la part des gestionnaires de s'ouvrir à l'inclusion, de s'ouvrir à la diversité. Mais il manque d'outils afin d'aménager adéquatement les environnements de travail. Les questionnements maintenant. Bien, au niveau du questionnement, plusieurs acteurs préfèrent toujours l'accommodement ou l'intégration à l'inclusion. Pourquoi? Parce que l'accommodement repose souvent sur un autre service que le leur. Tandis que l'inclusion, ça implique un paradigme qui doit être partagé de tous. Donc, quand ça repose sur quelqu'un d'autre, c'est plus simple. Donc, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais des fois, c'est plus simple de penser à l'intégration, un bureau qui va s'occuper des accommodements raisonnables, au lieu d'essayer de modifier l'environnement en entier et devenir plus inclusif. Un autre questionnement qu'on a eu pré-pandémie, il faut dire, la pénurie de main-d'œuvre. On avait une grande pénurie de main-d'œuvre et on aurait pu espérer que les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap, puissent obtenir la même croissance quant à leur intégration, leur insertion sur le milieu du travail. Or, ce n'est pas ce qu'on a vu. Il y a eu une petite hausse, certes, mais pas au même niveau. Donc, ce qui nous laisse supposer que nous sommes toujours dans le paradigme un petit peu de bons citoyens corporatifs, parce que même si on a un besoin de main-d'œuvre, on n'a pas embauché particulièrement les personnes en situation de handicap. Les limites. Bien, au niveau des limites, il y a eu beaucoup d'avancées politiques, surtout dans les années 70, mais il reste beaucoup à faire. Les lois manquent de mordant, ne sont pas coercitives, et les politiques qui ont été mises en place n'ont pas force de loi. Donc, pour moi, ça, c'est une grande limite. Pensons, entre autres, par exemple, à nos amis américains qui ont, depuis 20 ans, maintenant, plus de 20 ans maintenant, une loi fédérale, the American Disabilities Act, le fameux ADA, qui justement a un petit peu plus de mordant et qui a force de loi et qui a permis, si on veut, par la loi, qui a forcé Apple, Microsoft, Google, si on parle juste du côté informatique de la chose, à devenir accessible, devenir inclusif. Et tout le monde a pris, les trois gros ont pris différentes approches. Apple a décidé dès le début de devenir très accessible, très inclusif, et ça leur a permis d'avoir le succès qu'ils ont eu. Donc, en développant leur système de façon très inclusive. Microsoft avait pris une autre approche et avait décidé de faire le strict minimum pour répondre à l'ADA et au American Disabilities Act. Et depuis, ils se sont rendus compte de leur erreur et je dirais depuis 5 ans, même depuis 3 ans, font des pas de géant pour devenir beaucoup plus accessible et inclusif aussi. Et Google fait la même chose. Les limites, bien, les employeurs ne sont généralement pas tenus d'embaucher des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de loi coercitive. On a seulement des mesures incitatives. Pensons entre autres au contrat d'intégration du travail, le fameux CIT, où on subventionne les employeurs pour une partie des... Là,
les gens des SSMO pourraient en dire plus longtemps, donner plus de détails que moi, mais où le CIT vient, dans le fond, encourager les employeurs à embaucher des personnes en situation de handicap. Les limites, il y a encore beaucoup de difficultés dans les transitions interordres, les transitions d'un système à l'autre. Il y a vraiment un défi du continuum de service. Quand un élève devient un étudiant au collégial ou à l'université, quand on devient employé, à chaque fois, on doit redire notre histoire, on doit se battre, souvent c'est ça, c'est le cas, pour obtenir des accommodements raisonnables, des accommodements pour pallier à notre handicap. Donc, le tout repose encore sur l'usager. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est encore beaucoup dans le modèle médical, de recommencer ces démarches à chaque transition. C'est souvent un processus qui est compliqué et qui est décourageant. Les limites, ben, le capabilisme comme forme discriminatoire, pardon. C'est le fait de décider pour la personne en situation de handicap ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. C'est une forme de profilage, si on veut. Et je pense qu'il faut se sortir de cette forme discriminatoire-là. Il y a quelques années, on n'aurait jamais cru pouvoir voir une personne sourde, par exemple, atteindre des postes-cadres élevés. Ou avoir une personne en cécité, une personne aveugle comme avocat. On avait décidé pour eux que ce n'était pas possible, mais finalement, on se rend compte que c'est très possible avec les bons milieux accommodants, les bons milieux inclusifs et les bons accommodements raisonnables. Mais, il y a toujours des mais. Pour plusieurs acteurs sociaux, plusieurs parties prenantes, la personne handicapée se définit toujours par le fauteuil ou la canne blanche. Les handicaps visibles restent encore méconnus ou mal compris. Pensons aux troubles d'apprentissage, à la santé mentale, aux troubles neurologiques. Je vous rappelle que pour le milieu collégial et universitaire, on a ouvert ce qu'on appelait à l'époque les clientèles émergentes. On a ouvert ça, ça ne fait pas 10 ans. Là. Donc, ça ne fait pas 10 ans qu'on a commencé à prendre en considération les handicaps invisibles. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Pour plusieurs établissements et organisations, ils n'ont toujours pas de politique sur l'inclusion ou sur la diversité. Ça s'en vient, mais on n'est pas là encore. Il y a encore une résistance au changement, j'en ai parlé plus tôt. La logique d'accommodement ne dérange pas le système en place, parce que c'est la responsabilité d'une personne ou d'un département, tandis que l'approche inclusive incite à revoir plusieurs façons de faire. Quelques commentaires en guise de conclusion. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble avoir une volonté d'inclusion. On entend, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, et on semble vouloir considérer la diversité et l'inclusion, du moins dans le discours social. C'est souvent un discours qui est porté par l'immigration ou par les mouvements LGBTQ, mais il ne faut pas manquer le train. Il faut embarquer dans ce train-là de la diversité et de l'inclusion, et il faut s'assurer que les personnes en situation de handicap trouvent leur place là-dedans. Il reste beaucoup à faire. Continuer à convaincre l'ensemble des acteurs des bienfaits de la diversité et de l'inclusion, mais surtout leur donner des outils pour y arriver. Il faut vraiment passer du discours à l'action. Pensons aux enseignants, aux professeurs, au milieu de stage, pensons aux employeurs des grandes entreprises, des PME, des banques. Donc, souvent la volonté est là, mais on manque d'outils, on manque de savoir-faire, mais on va y arriver. Donc, une société inclusive, ce beau projet politique et social, une société est dite inclusive lorsqu'elle s'adapte aux différences de la personne, favorise l'égalité des chances de tous les citoyens et met en place les moyens nécessaires pour garantir l'exercice effectif des droits de tous. Donc, pour moi, l'inclusion,
ben, il faut que la diversité devienne la nouvelle norme. Nous serons inclusifs que lorsque nous serons plus obligés uniquement d'accommoder les besoins de la personne grâce à un environnement bien pensé et bien structuré. C'est surtout ça la clé, je pense. Donc, bien pensé et bien structuré à la portée de tous. Roch, je profite de ta petite pause de changement de diapo. Ah, ben j'allais te dire, il te reste 5 minutes avec ta fille. Oui, voilà. Parfait. Je pense que j'ai parlé trop vite. Bon, ben parfait à ce moment-là. Donc, ça va être le temps de la période de questions. Donc, pour les personnes qui ont des questions, je vous invite soit à les laisser par le chat, sinon vous pouvez aussi lever votre main et à ce moment-là, on pourra vous donner la parole si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, je n'en ai pas vu dans le chat. Laissez-moi un petit peu, peut-être quelques secondes pour regarder s'il y a quelque chose dans le chat. Je sais je vois des gens qui font des signes. Je vois, OK, laissez-moi 10 secondes pour mettre de l'ordre un peu dans ces 73 participants. C'est beaucoup. Bon, alors je m'excuse si l'ordre de parole n'est pas respecté. J'y vais dans les premiers que je vois. Donc, je vois Elisabeth Massico. Si vous voulez prendre la parole, je vais activer votre micro. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Vous m'entendez? Oui. Parce que mon casque ne fonctionne pas toujours. La technologie et moi, ça fait deux parfois. Je suis en situation de handicap, je suis en fauteuil et quadriporteur. Vous voyez peut-être même mon petit triangle derrière moi là. Et ça me fait plaisir. Je suis une jeune étudiante à cheveux blancs, comme j'aime le dire, à l'Université de Montréal. Et je suis enchantée de participer à cette rencontre. Je viens de créer avec d'autres étudiants le premier regroupement d'étudiants en situation de handicap. Et ce que vous nous dites nous touche vraiment très fortement parce qu'on se bat pour ça. Moi, ma question, c'est tout ce que vous nous avez partagé, là, les mots, là, est-ce que vous nous les enverrez dans notre courriel pour pouvoir s'en imprégner, le partager? Ça, c'est ma première question. Puis oui, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir de partager la présentation. Et puis, ça a été trop vite. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. La différence entre accommodement puis inclusion. Donc, si vous nous l'envoyez, on pourra, ça sera pour nous plus facile de s'en rappeler. Et c'est vrai, on fonctionne surtout en accommodement, en médical, en service. Et c'est parfois de l'injustice incroyable. Mais bon, tout le monde fait des efforts. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Pauline, est-ce que tu... Oui. Donc, je ne sais pas si, Roch, tu voulais répondre quelque chose ou faire un commentaire. Sinon, on peut passer à la prochaine question. Je vois que Marissa a levé la main. Donc, Marissa, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Ducharme. Bonjour à tous. C'était vraiment excellent, bien concis et très accessible et j'apprécie beaucoup l'utilisation des sous-titres. Ma question, Monsieur Ducharme, c'est, en fait, c'est A et B, qu'est-ce que ça va prendre avant qu'on ait une volonté politique, parce que la volonté sociale, en fait, on voit beaucoup dans le domaine communautaire et bénévole, énormément d'inclusion qui se fait. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour avoir ces politiques qui ont du mordant, justement, comme vous l'amenez? Comme on peut voir, comme on a pu constater, comme en Ontario et en Colombie-Britannique, où il y a, tout le monde, à l'échelle de la province, tout le monde doit avoir des sites Internet accessibles, tout le monde doit avoir une politique d'inclusion, former les employés sur les échanges qui respectent les droits de la personne. Les bâtiments, ils ont jusqu'à 2025 pour faire les ajustements. Et les contraventions,
sont vraiment de 2 000, 5 000, 10 000 $ si vous n'arrivez pas à faire ces changements-là. Ça a du mordant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant pour cheminer vers ça? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais ce qui est clair pour moi, c'est que ça fait 30-35 ans maintenant que ça vient de la base. Donc, on était très bottom-up, si vous me permettez l'expression. Puis, comme tout système, oui, il faut que ça parte de la base, puis on défriche, puis on fait tout ce qu'on a besoin de faire. Et dans les années 70, 80 jusqu'à 2000, il y a eu des bonnes avancées, là. On dirait que plus ça avançait, plus ça se diluait. Donc là, il faut quelque chose qui est top-down, comme l'Ontario, comme les États-Unis. Il faut, à un moment donné, faire comprendre que c'est... parce qu'on peut pas toujours demander... c'est presque une faveur qu'on demande. Il faut se sortir de cette façon-là de voir les choses. Et pour moi, la seule façon d'en arriver, c'est d'avoir des politiques claires par organisation et d'avoir éventuellement une politique provinciale et fédérale. Là. Fédérale, ils ont quand même fait un bon bout de chemin il y a 1 an et demi, mais il faut aller plus loin encore. Puis il faut que ça vienne d'en haut. Il ne faut pas que ça repose sur justement ceux qui sont en charge des adaptations, des accommodements. Les pauvres conseillères et conseillers là, en service adapté, par exemple. Il ne faut pas que ça soit à eux de porter ce message-là. Je pense qu'il faut que ça vienne de plus haut. Et souvent, c'est une surprise. Quand j'ai donné une formation semblable au cadre, tout le monde semble penser que ça va bien. Donc, c'est une surprise quand je fais ma présentation. Donc, c'est juste qu'il faut porter le message aux bonnes personnes. Puis, j'espère, j'ose croire qu'à un moment donné, ça va porter fruit. Merci beaucoup. Alors, donc, on a une autre question. Donc, on avait Bradley Jacob qui voulait, ou Jacob Bradley, je sais, je m'excuse si je le dis dans le mauvais sens. Donc, qui avait une question également. Donc, donnez-moi 2 secondes pour activer votre micro. La parole est à vous. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci. OK. J'aurais une question. Oui, je trouve ça intéressant parce que moi, je suis intervenant en toxicomanie depuis des années. J'ai été policier, ambulancier. Souvent, dans le cadre de notre travail, ma conjointe aussi était policière. Souvent, dans le cadre des policiers, ici, ils ne savent pas comment... Premièrement, je suis d'origine autochtone, fait que souvent, les Autochtones sont comme négligés dû au système discriminatoire ce qu'on vit au Québec. Et d'ailleurs, quand on parle de santé mentale, que ce soit autisme dans les organisations, est-ce qu'un jour, nous aurons un système pour les policiers dans le CRPQ, qui est le Centre de renseignement policier du Québec, pour pouvoir se préparer davantage pour dire que c'est une personne autiste, c'est une personne en santé mentale ayant des problématiques de santé mentale, mais non, un handicap léger. Comment ils peuvent intervenir, soit en santé mentale ou dans les circonstances de même. Est-ce qu'un jour, Là, je vous ai perdu vers la fin, là, mais je pense que les 3 mots, c'est formation, formation, formation. Là. Puis je sais que les différents corps policiers commencent à donner de la formation, mais les intervenants de première ligne ont besoin d'avoir cette formation-là pour pouvoir au moins savoir les premières minutes, les premières interventions, savoir comment interagir. Souvent, c'est une question de communication et comment référer à la bonne personne par la suite. On ne peut pas tout faire toute seule. Là. On est une équipe là-dedans. Mais oui, il faut que ça passe d'abord par la formation, c'est clair. Et comme je dis, c'est une question d'avoir les bons outils et de pouvoir se référer aux bonnes personnes dans un délai très raisonnable, de façon très rapide. D'ailleurs, nous avons constaté, moi et ma conjointe, qu'au Québec, il n'y a comme pas d'organisme spécifiquement à la santé mentale chez les Autochtones.
Donc, fait que depuis le mois de janvier qu'on travaille là-dessus sur un projet de centre d'hébergement qui est attitré à la clientèle autochtone pour des types de santé mentale, que ce soit autisme, non santé mentale léger ou non lourde, de pouvoir permettre aux familles de pouvoir se reposer, de pouvoir s'orienter vers une auto-responsabilisation qu'on appelle. Oui, un centre de répit, j'imagine, avec... Ouais. Oui, ouais, toutes ces initiatives-là sont excellentes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, donc, il y avait Patricia Forgues, ou Forgue, je m'excuse pour la mauvaise prononciation. Laissez-moi le temps d'activer votre micro. Oui, on est plusieurs aujourd'hui. Hein? Vous êtes beaucoup, c'est... Il faut vous trouver dans la liste. C'est bon, Patricia, vous pouvez... La parole est à vous. Bonjour, j'ai ouvert ma caméra, question de mettre un visage. Bonjour Roch, Patricia. Alors, étant moi-même une personne avec un handicap invisible, mais paradoxalement, c'est un handicap visuel. Donc, je suis très touchée par toute la conférence. Je trouve ça super intéressant. Merci, vraiment. Moi, il y a une question que je me pose en tant qu'intervenante aussi, c'est, je suis 100% d'accord qu'il faut passer par des politiques, puis vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Je peux en témoigner là, longtemps, mais la question que je me pose en tant qu'intervenante, c'est le fameux mot pour nommer la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Bon, on connaît le racisme, on connaît l'homophobie, on connaît le sexisme. Tout ça a fait des luttes et tout ça sont des luttes qui ont des causes communes de discrimination. Mais le fameux mot je ne suis même pas capable de le dire. Capabilisme. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il n'est pas connu. Je trouve que quand on l'écrit, c'est toujours souligné en rouge, comme si c'était une erreur. Comment qu'on peut faire? Est-ce qu'on devrait le mettre de l'avant? Est-ce qu'on devrait le faire connaître sans que ça ait l'air de faire connaître pour que les gens puissent avoir un mot pour dire « je vis du capabilisme » comme les gens vivent du racisme, du sexisme. Qu'on ait quelque chose à dire, à nommer pour se rallier puis que la population en général puisse mieux comprendre c'est quoi. Parce que dans le fond, c'est des luttes communes qu'on a. Puis les gens comprennent déjà beaucoup le concept de discrimination. On en parle de plus en plus, on en parle, puis malheureusement, il y a toutes sortes de choses tristes qui nous en font prendre conscience. Donc voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on ne devrait pas le mettre plus de l'avant? Et comment peut-être qu'on pourrait le faire pour que ce soit un mot qui devienne vraiment, qui nous aide finalement? Bien, je suis d'accord, mais en même temps, je trouve ça malheureux d'être obligé de s'en servir. Tu sais. Puis je suis bien d'accord. Je me dis qu'avec des bonnes politiques en place, à ce moment-là, on pourrait éviter de s'en servir, mais d'ici ce temps-là, parce que ce ne sera pas demain la veille, je pense que oui, c'est un mot qu'on peut mettre davantage de l'avant. Là. Oui, pour que les gens puissent le nommer et sensibiliser aussi, peut-être comme faire comprendre c'est quoi. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est comme pas nommé, il n'y a comme pas de mots. Moi, c'est une réflexion que j'avais dernièrement en me disant, mais c'est quoi le mot pour nommer cette discrimination-là? Il faudrait en avoir un, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Puis il existe, mais je pense qu'il n'est pas connu. Donc... Puis peut-être qu'il y en a d'autres, là, tu sais, je me suis servi de ce mot-là, il y a peut-être d'autres genres de mots, mais l'important, c'est de faire passer le message, c'est clair. Oui, ben, en tout cas, c'est une réflexion en construction, donc je vais continuer à venir à vos conférences. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Alors, j'avais également le ROSEF, donc je ne sais pas qui est derrière le ROSEF, mais donc... Je pense que c'est Sonia. Ah, donc Sonia, je vais vous donner la parole. Bonjour tout le monde, bonjour Roch. J'avais une petite question. Tu n'en as pas parlé, mais je voulais avoir ton opinion sur la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien d'emploi des personnes handicapées. On est à notre deuxième année. Ouais. Pas deuxième année, mais c'est notre deuxième stratégie qu'on a au Québec. As-tu vu une différence? Est-ce que tu considères que ça a son utilité, maintenant, pour dire ça comme ça, autant pour l'emploi que pour la transition vie active, le scolaire? C'est sûr que ça a son utilité, là. C'est clair. Puis c'est le fun de savoir que le gouvernement prend ça au sérieux. Mais pour moi, le gouvernement prendra ça vraiment au sérieux quand il y aura des lois. Parce qu'encore une fois, c'est incitatif, c'est pour aider, c'est pour essayer de... Donc, tu sais, on ne peut pas être contre la vertu, c'est très bien. Là. Il y a de très, très bonnes recommandations et dans le plan d'action, je ne me souviens plus, il y en a 47, je pense. Mais
Donc, tu sais, je ne peux pas être contre ça. C'est sûr que je suis pour ça. Puis, je trouvais ça très intéressant. Mais en même temps, à quand je sais que c'est comme un disque qui saute, mais à quand les lois coercitives qui vont faire en sorte qu'on sera obligé, comme dans d'autres provinces, dans d'autres pays, d'agir de façon avec plus de mordant, finalement. Mhm. On est toujours dans l'incitatif, on est toujours dans « Ah, ça serait le fun que, voici ce qu'on pourrait faire. » Tu sais, on est toujours là-dedans. Là. Donc, quand est-ce que ça va devenir « on doit faire » ? Quand est-ce que ça va être un vrai projet de société? C'est ça la question. Merci. Alors, on avait par la suite Karina Momini, donc qui avait un commentaire, je pense, sur ce qui a été dit. Oui, bon. Donc, Karina, c'est l'appareil. Oui, bonjour. Oui, je voulais seulement vous... merci pour cette très intéressante présentation, Monsieur Ducharme. Je suis conseillère juridique là, à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, on a, à quelques occasions, effectivement, là, suivi vos travaux et participé. Je voulais apporter un complément, peut-être, ou en tout cas une précision aussi là, à votre présentation sur la définition du handicap. Je pense que c'est toujours important de ramener l'interprétation large aussi dans quand on parle je pense que vous le faites, vous l'avez bien fait là, par la suite là, dans la présentation, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nommer également que la charte, ce qu'elle a permis aussi, c'est son interprétation par la suite dans la jurisprudence, c'est le fait que le motif handicap a été interprété très largement par les tribunaux et ça nous permet de couvrir, si on veut, ou d'englober des situations qui sont plus larges que la définition peut-être plus restrictive de la loi là, assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, là, puisqu'on on doit comprendre que c'est toute affectation, mais aussi dans toute la perception de ce que peut être un handicap et ce qu'a amené la jurisprudence aussi, ça c'est important, c'est vraiment, puis ça je pense que vous avez bien mis l'emphase là-dessus, puis c'est aussi la Convention relative aux droits des personnes handicapées vient vraiment mettre l'accent sur les effets qu'entraînent pour la personne des limitations, quelle que soit leur nature. Donc, je pense que c'est ça dans l'évolution qui a beaucoup changé. Vous avez fait référence à l'emphase qui était mise sur une preuve biomédicale du handicap lorsque la personne voulait effectivement faire une démonstration, une demande d'accommodement ou dire que ses droits avaient été violés de quelque façon. Mais je pense que là, c'est ça, c'est vraiment ces effets-là qu'on va regarder, puis cet aspect social-là. Qu'est-ce que ça a causé sur sa vie, sur l'exercice au quotidien là, pour cette personne-là. Donc, je voulais juste le repréciser peut-être là, sur cette avancée-là quand même qui est... Et c'est la même chose pour cette interprétation large pour le motif... pour pallier tout moyen pour pallier le handicap. Aussi, on est dans une interprétation très large et ces interprétations-là, c'est au Québec, mais aussi ce sont des enseignements de la Cour suprême du Canada. Donc, c'est bien établi depuis maintenant plus de 20 ans. Est-ce qu'il y aura lieu de changer nos lois à ce moment-là pour justement refléter la jurisprudence? Oui, c'est un excellent commentaire, effectivement. Il faut souvent... nous, on le fait à travers nos travaux à la commission de toujours leur rappeler peut-être cette importance-là. Puis c'est ce qui a permis aussi dans plusieurs secteurs, dans le milieu scolaire, par exemple, de faire des avancées parce qu'on utilise une définition beaucoup plus large parce qu'on avait autrefois des définitions, par exemple, au collégial. Là, la commission a travaillé beaucoup dans le secteur collégial où on s'arrêtait à une définition tellement plus restrictive que ça avait pour effet d'exclure, par exemple, certaines personnes qui avaient un trouble d'apprentissage, par exemple, alors qui étaient
on s'arrêtait à une définition puis à une démonstration de la gravité ou de la sévérité du trouble, par exemple, alors que c'était, dans les faits, ces étudiants-là avaient des mêmes barrières au quotidien. Voilà, donc... Bien, merci du commentaire. Alors, malheureusement, il est 13 heures. Donc, ce qui marquerait la fin de notre première conférence, de notre série de midi-conférence. Alors, je vois qu'il y a encore une question dans le chat. Ce que je proposerais à ce moment-là, c'est que les personnes qui sont intéressées à rester, Roch s'est offert de rester par la suite si vous avez encore des questions et si vous souhaitez discuter encore avec lui. Donc, on va terminer officiellement le midi-conférence avec l'intervention qui vient d'être faite. Donc, je vais clôturer la conférence et par la suite, les personnes qui ont des questions pourront rester et aussi vous pouvez rester si vous voulez écouter les discussions qui vont suivre. Donc, juste quelques petits mots par rapport, il y a eu des messages qui me sont apparus dans le chat. Donc, oui, donc j'ai vu beaucoup de personnes qui suggéraient de mettre le PowerPoint disponible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va y penser pour les prochaines conférences. Donc, merci beaucoup de nous l'avoir mentionné. D'ailleurs, si vous avez d'autres commentaires à nous faire sur la façon dont ça s'est déroulé, je vous invite à me l'écrire, à m'envoyer un courriel. Pour toutes les personnes qui sont inscrites, je vais vous renvoyer de toute façon un message de suivi. Vous allez à ce moment-là pouvoir m'envoyer vos commentaires. Également, un autre petit message que je voulais passer. Donc ça, c'était la première des 7 conférences qui ont lieu de la série des midi-conférences. La prochaine, ça va être le 4 novembre. Donc, celle-ci, elle sera en anglais. Donc, elle va être présentée par 3 des membres de notre équipe, en fait 2 des membres de notre équipe et une personne de la Commission du développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Donc, ça va être Shannon McInnes, Amanda Shawaya-Amish et Rosanne Gosselin qui vont nous présenter une présentation sur les Premières Nations qui s'appelle First Nation Voices of Disability, Qualitative Research as a Tool for Understanding an Emerging Indigenized Model of Disability. Donc, c'est la prochaine conférence du 4 novembre. Vous allez à nouveau recevoir le programme au complet pour les personnes inscrites. Donc, également, même processus. Donc, si vous voulez participer, il va y avoir un processus d'inscription. Donc, c'est tout pour les messages à passer. Donc, ça va m'amener à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre présence. C'était vraiment agréable de voir autant de personnes assister à la conférence. Je pense que Roch est d'accord également avec moi. Donc, ça va clôturer officiellement la conférence. Et pour ceux qui sont intéressés, donc, je vous invite à rester pour parler encore un petit peu à Roch. Et on peut l'applaudir aussi virtuellement. Je ne sais pas comment est mis son écran. Mais... Donc, merci beaucoup, Roch. Et à la prochaine.